Pascal Boniface, merci d'être avec nous. Vous êtes devenu un habitué. On ne peut plus faire un Philosophia sans vous. On refuserait de nous passer de vous. Vous allez parler de la crise sanitaire, je crois, en termes géopolitiques. Je vous laisse donc la parole. Alors, malheureusement, il y a cette petite contrainte du temps qui est liée, je le répète, au fait que nous soyons en même temps en direct sur la chaîne et donc nous devons respecter une certaine organisation pour que ceux qui sont derrière leurs écrans, qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous en présentiel, comme on dit maintenant, c'est des mots qu'on utilise malheureusement beaucoup trop souvent, puissent suivre à peu près le programme. Et donc voilà, la seule contrainte, c'est celle-ci. Et évidemment, après l'intervention, les questions seront les bienvenues pour entamer un dialogue. Pascal, je te laisse la parole. Merci Mazarine, merci à toi et merci aussi à François pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Quoique, après avoir écouté Pape et Vincent, j'étais un petit peu, c'est un challenge de parler après eux. Et après 2 brillantes interventions, mais ça m'a permis un peu de digérer le repas et l'excellent vin de Jean-François qu'on a bu à midi. Donc je suis finalement plutôt content de parler en 3e. Je vais essayer devant vous de voir un peu quelles sont les conséquences géostratégiques de la crise du Covid-19. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un monde d'après? Est-ce qu'il y a un moment Covid-19? Est-ce qu'on rentre dans un monde tout à fait différent de celui que l'on connaissait auparavant? Plusieurs éléments pourraient porter à le croire, parce que si quelqu'un, en décembre 2019, avait dit que le monde entier allait s'arrêter, qu'il n'y aurait plus un avion dans le ciel, que les gens seraient bloqués chez eux dans un monde qui bougeait tout le temps, on l'aurait pris pour un uluberlu, pour quelqu'un qui veut se faire remarquer, pour quelqu'un qui, voulant à tout prix être original, force le trait et sort de la réalité. Et cette réalité catastrophique nous a rattrapés. C'est un peu une phase tragique de la globalisation. Comment définit-on la globalisation généralement? Comme étant la contraction du temps et de l'espace. La première mondialisation, c'est après les grandes découvertes. Enfin, grande découverte, c'est faux, on n'a rien découvert, ça existait avant qu'on arrive, mais disons que c'est une vision européocentrée du monde, mais disons que des navigateurs partent et vont à la conquête du monde, mais à l'époque, il fallait 18 mois pour que le roi Philippe d'Espagne envoie des bateaux dans ce qu'il va devenir par la suite les Philippines et puisse constater que ses ordres avaient bien été exécutés. En 1830, il faut encore 30 jours pour aller de Chicago à New York. Et en 1873, il n'est pas du tout idiot de faire un pari sur le fait qu'il est impossible de faire le tour du monde en 80 jours. Et Phileas Fogg, rappelez-vous, ne réussit son pari insensé. Sinon, ses confrères du club n'auraient jamais parié des fortes sommes d'argent sur le fait qu'il était impossible de le faire, parce qu'il est parti dans la bonne direction et qu'il a gagné un jour. Donc la globalisation, c'est la contraction du temps et de l'espace, et on l'a vu, puisque en 3 mois, un monde qui était en perpétuel mouvement, qui bougeait sans cesse, s'est soudainement arrêté, partout. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité a eu la peur de la même chose. Nous avons, que l'on soit à Pékin ou à Wuhan, à New York, à Dakar, à Oslo, on a eu peur de la même chose. C'est la première fois que le monde est unifié. Il est unifié par la peur, mais il est unifié par la même menace. Parce que sinon, les menaces, nous les avons toujours vécues de façon différente à l'endroit où on était. Et pour la première fois, y compris le fait que les Jeux Olympiques soient arrêtés, on l'a déjà vu pendant les guerres mondiales, mais même les compétitions nationales de sport ont été arrêtées. Donc jamais le monde n'a été autant à l'arrêt. Ce monde qui bougeait tout le temps, 4 milliards de voyages aériens, plus rien tout d'un coup, etc. C'est vraiment très surprenant. Mais en fait, ça n'aurait pas dû être surprenant, puisqu'on s'était averti de ce qui allait arriver. Les livres blancs sur la défense parus en 2008, 2013 et 2017, après les élections en France de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Dans ces 3 rapports où on réunit plein de compétences pour évaluer la situation, les menaces, on disait qu'une pandémie pourrait éventuellement bloquer tout le pays. Donc à quoi ça sert de réunir autant de compétences pour lancer des alertes dont personne ne tient compte. Bill Gates, dans une conférence TEDx dont on a reparlé par la suite, disait aussi, lui qui travaille beaucoup sur les vaccins et sur l'Afrique, qu'une pandémie était une menace pour l'humanité, beaucoup plus grande que le terrorisme ou la prolifération nucléaire. Et même la CIA, dans un scénario en 2009, dans ses rapports dans Le Monde d'ici 30 ans, mettait également en avant le scénario d'une pandémie qui mettrait le monde à l'arrêt.
On n'a pas tenu compte de cela. Et donc c'est une réflexion à avoir. À quoi sert la prospective si les scénarios les plus extrêmes ne sont pas pris en compte? Et pourquoi on n'a pas pris en compte cela? Parce qu'on a fait péché d'orgueil. Le monde occidental, rappelez-vous, il suffit juste de se remettre en mémoire ce que l'on disait en janvier de cette année. Lorsque la Chine a confiné des millions de citoyens, grosso modo à peu près autant de Chinois que de Français qui vivent aujourd'hui sous couvre-feu, avec une population un peu plus importante quand même. Qu'est-ce qu'on a dit à l'époque? Oui, c'est une dictature, donc c'est normal qu'ils enferment les citoyens, jamais cela ne pourrait arriver chez nous. Et donc on s'est dit qu'on a vu un problème politique alors que c'est un problème sanitaire. Et qu'est-ce qu'on s'est dit aussi? Les pandémies, ça arrive en Afrique, ça arrive en Asie, mais pas chez nous. Nous sommes riches, nous sommes modernes, on a un système sanitaire et hospitalier extrêmement performant, et c'est l'Afrique qui va payer un très lourd prix à la crise de Covid-19, et c'est l'Asie qui va payer un très lourd prix, puisque voilà, ils sont nombreux, peuplés et pauvres. Et quand on regarde le nombre de morts par habitant en Afrique et le nombre de morts par habitant dans les pays occidentaux, et j'inclus l'Amérique latine qui est une sorte d'extrême occident, ou en Asie, eh bien on voit quand même que la balance n'est pas très favorable pour les Occidentaux du haut de leur supériorité. Parce qu'on a encore cru, par cette sorte d'occidentalisme, que comme on domine le monde depuis 5 siècles, pendant 5 siècles, depuis 1492, on a dominé le monde. À la fin du XIXe siècle, Bismarck peut dire « les relations internationales, c'est simple, il suffit d'être 3 contre 2 ». Puisqu'il n'y a que 5 puissances, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, la Prusse qui devient l'Empire allemand, la France et l'Angleterre. Et lorsque l'on triomphe de l'Union soviétique à la fin des années 80, début des années 90, eh bien, les Occidentaux, les Américains en tête, ne voient pas l'émergence des peuples du Sud, ils ne voient qu'à l'Est, ils ont vaincu leur ennemi, et les yeux monopolisés par la victoire sur l'Est, ils ne regardent pas derrière eux un Sud qui se lève et qui prend la parole et qui n'entend plus se faire dicter sa conduite, son agenda et ses priorités par le monde occidental. Et donc nous avons une erreur stratégique de penser que nous dirigeons encore le monde, et nous avons commis l'erreur sanitaire de penser que nous étions à l'abri d'une crise qui ne pouvait atteindre que ce qu'on appelait auparavant le tiers-monde, mais qui n'est plus le tiers-monde depuis très longtemps. Et effectivement, on a vu des fosses communes à New York. Mais on aurait dit en décembre 2019, où peut-il y avoir des fosses communes? On aurait dit à Harare, à Port-au-Prince, mais jamais à New York. La ville monde, la ville globale du capitalisme, la ville qui ne dort jamais, la Big Apple, et on a vu nos hôpitaux complètement débordés, avec des brancards dans les couloirs et des personnels hospitaliers, malgré leurs compétences, malgré leur dévouement, complètement débordés. Et effectivement, ça nous a pris de court. Donc cette crise devrait déjà nous apprendre la modestie. La modestie parce que le monde n'est plus occidental et que nous ne sommes pas différents des autres. Nous devons prendre en compte le fait que d'autres existent et d'autres demandent la parole et d'autres ont aussi des solutions à apporter par rapport aux crises qui nous rencontrent, qui nous traversent. Ça a été, en fait, est-ce que le Covid-19 a créé des choses nouvelles qui n'existaient pas? Pas tout à fait. Est-ce qu'il a modifié des choses qui existaient pour les rendre encore plus irréversibles et devenir fondamentales? Peut-être pour certaines, certainement pour l'une. Peut-être pour certaines, c'est tout d'abord la crise du multilatéralisme. Le multilatéralisme était déjà en crise en 2019, avant que le Covid-19 l'éclate. En fait, il faut remonter pas si loin que ça. En 2015, le multilatéralisme, le fait de dire il faut qu'on trouve ensemble des solutions aux problèmes qui sont posés au monde global, était plutôt bien portant. En décembre 2015, on signe à Paris, Vincent en parlait dans sa conférence tout à l'heure, la Charte de Paris pour le climat. Alors certes, elle est non contraignante, certes, elle ne résout pas tout, mais pour la première fois, 193 pays signent la même chose, quel que soit leur bilan carbone, quel que soit leur rapport au mix énergétique et quel que soit leur état de richesse. Peu avant, on avait signé les objectifs du développement durable qui étaient aussi une avancée pour continuer à lutter contre la misère,
l'éducation des filles, plutôt lutter pour l'éducation des filles, etc. Et donc on avait plusieurs signaux positifs, et puis est arrivé Trump, est arrivé Johnson, le Brexit, et effectivement, on a depuis quelques années, depuis 4-5 ans, un multilatéralisme qui est profondément en crise. Et le Covid-19 est venu accentuer la crise du multilatéralisme. Il y a une sorte d'effet multiplicateur, c'est en grande partie parce qu'on n'a pas su répondre en commun. Si dès janvier 2020, on avait dit qu'il y a une grave crise sanitaire, et plutôt que de chercher qui est responsable, on va chercher comment lutte-t-on contre cela. Mais tous les pays, y compris en Europe, on a d'abord pensé à dire qui peut-on désigner pour endosser la responsabilité de ce malheur, plutôt que de dire comment se débrouille-t-on pour empêcher cette pandémie de se répandre le plus rapidement possible. Et donc, nous étions en crise du multilatéralisme, et forcément, la réplique que l'on avait de se débrouiller seul, de ne pas vouloir écouter les autres, et la réaction épidermique et paroxysmique de Donald Trump de dire c'est le virus chinois, le même qui félicitait en janvier, le 20 janvier, Donald Trump félicite Xi Jinping pour la gestion de la crise du Covid-19, et puis ensuite, pris de vertige par le fait qu'il voit son élection dont il était certain être mise en cause, il parle du virus chinois et il lance l'anathème contre la Chine. Et donc forcément, le multilatéralisme qui était déjà en crise l'est encore plus avec les attaques sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alors qui n'est peut-être pas parfaite, qui a peut-être mis un peu de temps à réagir. On peut dire qu'ils ont peut-être perdu une semaine, 10 jours, mais qu'ils ont réagi après. Mais critiquer l'OMS par sa gestion et lui couper les fonds, c'est un peu comme si vous n'êtes pas tout à fait content de la façon dont le capitaine des pompiers gère la caserne et vous coupez les fonds à la caserne des pompiers quand un incendie se déclenche immédiatement. Et donc effectivement, trop de pays, dont la Grande-Bretagne dans un premier temps, dont les États-Unis, dont le Brésil, ont dit eh bien, on fait ce que l'on veut et on essaye d'éviter une réponse collective. Alors, de deux choses l'une, est-ce que par rapport à cette crise du multilatéralisme, la leçon va être retenue? Est-ce que l'on se dit non, quand même, soyons sérieux? On voit bien que la pandémie ne connaît pas de frontières et que l'idée qu'on se ferme chez soi n'a pas de sens et qu'on a tous été atteints par cela et que si on veut, pour les prochaines pandémies ou pour les prochaines catastrophes dites naturelles, qui n'ont rien de naturel, elles sont la création de l'homme, réagir ensemble et lutter de la façon la plus efficace, on a intérêt à travailler ensemble. Parce que, comme le disait il y a déjà longtemps, quand il était au commissariat des réfugiés Antonio Guterres, on a le droit d'être égoïste, mais on n'a pas le droit de ne pas être intelligent. Et donc, ce n'est pas une question de morale, le multilatéralisme, c'est une question d'efficacité. Dans un monde globalisé, aucun des grands défis qui se posent à l'humanité ne peut être résolu par un seul pays ou ne peut être résolu contre les autres pays. Ce n'est qu'ensemble que l'on pourra trouver des solutions aux nouvelles pandémies qui vont venir, à celles qui existent, au réchauffement climatique, au terrorisme, à la misère, à l'absence de l'eau, à l'éducation, etc. Mais l'idée que, cric-crac, je suis chez moi et que l'on se ferme, non. Deuxième, autre erreur aussi, c'est que pendant très longtemps, on a dit la mondialisation, c'est la fin des frontières. J'ai beaucoup de collègues qui disent cela depuis une trentaine d'années. L'État n'existe plus, c'est la fin des frontières. Mais l'autre erreur de penser, c'est que les frontières qui ont été fermées vont être fermées pour toujours. Les frontières vont réouvrir. Et on retournera prendre l'avion et on retournera voyager un peu partout. C'est une phase. Et par rapport aussi à ce qui a été dit précédemment à ma conférence, il ne faut pas confondre le temps conjoncturel et le temps structurel. Le fait qu'on soit bloqué chez nous, que l'on soit, pas ici, mais au couvre-feu les deux tiers du pays, que l'on soit tous masqués, c'est un moment, c'est pas structurel. Le fait que les frontières sont fermées, c'est provisoire, ça va réouvrir. Il était exagéré de penser que les frontières n'existaient plus. Quand on regarde les conflits, ce ne sont que les conflits frontaliers. Allez dire aux Arméniens, aux Azéris qu'il n'y a pas de frontières. Allez dire aux Ukrainiens, aux Russes qu'il n'y a pas de frontières. Allez dire aux Coréens, au 38e parallèle qu'il n'y a pas de frontières. Allez dire à Taïwan qu'il n'y a pas de frontières. Ils vont vous rigoler au nez. Donc bien sûr, il y a des frontières avant. Elles n'ont pas été effacées par la globalisation. Jamais. Et aujourd'hui, elles vont de nouveau s'abaisser dès que la crise sera passée. Mais est-ce qu'on retire la leçon de dire qu'il faut aller vers un peu plus de multilatéralisme? Et là, finalement, après la grande crise financière de 2008-2009, on a dit « haro sur les paradis fiscaux, plus jamais ça ». Et en fait, la réalité, c'est qu'il existe toujours et que finalement, même il semble plus facile de mettre des sanctions sur la Russie que sur les îles Caïmans.
Et donc on voit bien qu'on n'a pas retenu les leçons qu'on aurait dû retenir après la crise de 2008-2009, et il n'est pas certain que l'on retienne les leçons qu'on aurait dû retenir de la crise qui nous a frappés. Et bien sûr, on a oublié la prévention, parce que la prévention, elle ne se voit pas. On disait ce matin, les déchets que l'on recycle, les meilleurs, c'est ceux qu'on n'a pas produits. La prévention, on ne peut pas la voir, parce que par définition, elle est invisible. Par définition, si vous empêchez une crise, eh bien, vous ne voyez pas qu'il y a la crise. Si on avait gardé des masques, si on avait eu le stock de masques, eh bien, aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas dans cette salle aujourd'hui. Mais si on en avait eu, Le Point, valeur actuelle, aurait fait des unes assassines sur la gabegie de l'argent public de gens qui gardent en stock des masques inutiles. Et rappelez-vous ce que Roselyne Bachelot a dû subir comme avanie, comme insulte, pour le fait d'avoir pris trop de vaccins contre le NH1. Et donc la prévention, ça coûte toujours un peu cher, mais quand on ne fait pas de prévention, eh ben, c'est moins 10% du PIB. Et donc peut-être aussi qu'il faut continuer à réfléchir sur le fait que la prévention, elle a un coût, mais que finalement, elle n'a pas de prix non plus, parce qu'elle peut aussi rapporter de l'argent, même si elle est moins visible. Et là, c'est le rapport, et finalement, je reviens un peu à ce qui a été dit par Vincent tout à l'heure, entre le temps long et le temps court. Et aujourd'hui, y compris en géopolitique, trop de personnes confondent le moment T avec des changements structurels. Les changements structurels, il y en a peut-être 3 par siècle, pas tous les ans. Tous les jours, on dit que le monde ne sera plus comme avant. Alors oui, bien sûr, le monde change tous les jours. Il n'est ni jamais ni tout à fait un autre, ni tout à fait le même. Mais ça, c'est conjoncturel. Les changements structurels, il y en a quelques-uns par siècle. Le dernier en date, c'est à la fois la fin du monde bipolaire et l'émergence qui met fin à une période qui n'a pas duré 40 ou 50 ans comme le monde bipolaire, mais celui qui a duré 5 siècles, la domination occidentale sur le monde qui prend fin. Il n'y a pas un jour pour qu'il prenne fin, on ne peut pas mettre une date. Là-dessus, ce n'est pas 1515, etc. C'est chaque jour depuis 30 ans, et donc en cela, ça change. Et puisqu'il me reste 15 minutes avant de passer la parole aux questions, je voudrais aborder 2 autres sujets qui sont vraiment là de la géopolitique dure entre l'Europe d'un côté et la Chine et les États-Unis de l'autre. En fait, il y a 2 changements qui sont peut-être des étapes importantes vers un monde nouveau que la crise du Covid-19 est venue, je dirais, révéler, comme un peu quand, je ne sais plus, maintenant à l'heure du numérique, c'est plus tout à fait ça, mais de mon temps, quand on faisait de la photo, on mettait une planche dans un bac qui s'appelait le révélateur, et la photo, la page blanche, apparaissait et la photo apparaissait. Et donc, il y a, depuis déjà assez longtemps, on parle d'Europe puissance, plusieurs présidents français ont voulu la mettre en avant, et je dois dire que lorsque j'ai vu arriver les premières mesures au mois de mars, les réactions européennes, ça a été une catastrophe, ça a été une honte pour l'Europe. On a fermé la frontière entre la France et l'Allemagne, et on ne se parlait plus. Et au départ, la première réaction, honnêtement, c'est de dire, oui, bon, les Chinois, ok, ils ont la pandémie, c'est normal, c'est les communistes, c'est les Asiatiques, après, bon, voilà. Et puis, oui, les Italiens, mais ce sont des Italiens, donc c'est le bordel chez eux, il n'y a pas d'État, donc c'est normal qu'ils ne sachent pas gérer une crise. On a écouté les commentaires qui se passaient à l'époque. Et puis, toc, ça a passé la frontière italienne, c'est arrivé chez nous. Et donc, dans un premier temps, on a dit, bah non, là, vraiment, on ne veut plus voir les Italiens, etc. Donc, les réactions européennes ont été des réactions nationales. Et puis, et donc, l'Europe est partie en quenelle. On est vraiment été complètement nationaux et il n'y avait pas... Alors, il est vrai que la santé n'est pas une compétence européenne. C'est un fait. Mais les réactions ont été vraiment... On ne veut pas entendre parler des 26 autres. Et puis, il faut voir s'il y a eu ce qu'on appelle le moment hamiltonien de l'Europe, au sens où, comme aux États-Unis, quand Hamilton crée un budget commun aux 13 États, on change. C'est plus 13 États qui sont plus ou moins confédérés, ça devient une fédération. C'est tout à fait différent. Alors, on ne va pas devenir une fédération, mais en tous les cas, il y a eu un moment européen, et là, c'est le couple franco-allemand qui a remarché, qui était en panne depuis très longtemps, du fait, enfin, c'est un autre, peut-être on pourra y revenir sur les questions-réponses, mais le couple franco-allemand qui était en panne et qui, indispensable pour que l'Europe avance, est revenu et s'est remis en marche, et surtout, on a une Commission européenne qui assume le fait d'avoir, comme dit Ursula von der Leyen, un rôle géopolitique. Et donc, il y a eu un plan de relance extrêmement ambitieux qui a brisé
ce n'est pas tellement le tabou du taux d'endettement, parce que ce tabou-là avait déjà été brisé en 2008 pour la relance par rapport à la crise, mais c'est la dette commune. On avait une Italie qui empruntait à 1,8%, une Allemagne qui emprunte à des taux négatifs. Donc l'Allemagne se dit, je ne vais quand même pas partager ce privilège avec l'Italie, puisque moi, quand on me prête de l'argent, je m'enrichis, puisque l'Allemagne gagne de l'argent en faisant des emprunts. Les créditeurs, ceux qui lui donnent de l'argent, savent que c'est un placement tellement sûr qu'ils acceptent sur le long terme d'en perdre un petit peu. Alors par contre, l'Italie. Et le fait de faire une dette commune permet à l'Italie de respirer. Et le changement, c'est qu'on risquait d'avoir une Allemagne, plutôt une Europe allemande, et on a eu une Allemagne européenne. Pendant très longtemps, Mme Merkel, même s'il a été horrifié par la conduite de Donald Trump, qui l'insulte, qui la malmène, etc., n'osait pas bouger. Elle n'a pas suivi la France lorsque la France a voulu taxer les GAFA, parce qu'elle avait peur que ces Mercedes soient taxés de la même façon. Et le bénéfice commercial de l'Allemagne par rapport aux États-Unis, c'est 110 milliards par an. C'est l'essentiel de la balance commerciale positive de l'Union européenne par rapport aux États-Unis, qui fait que Donald Trump considère l'Union européenne comme un ennemi. Et donc, là, elle a franchi le pas parce qu'elle a compris que si l'Italie est en faillite, eh bien, quand même, l'Allemagne va aussi souffrir. Elle a eu un réflexe plutôt intelligent que généreux. Une fois encore, elle n'a pas été généreuse, elle a été intelligente. Ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question d'intelligence. Et donc, effectivement, elle a accepté une dette commune qui a permis de sortir. Et petite parenthèse, pour ceux qui parlent du Brexit, heureusement que le Brexit a eu lieu. Parce qu'on a eu 4 frugaux qui nous ont emmerdés, l'Autriche, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas. Imaginez ces 4 pays avec le poids du Royaume-Uni en plus, qui n'auraient pas accepté cette dette commune, qui n'auraient pas accepté cet effort commun. Et donc en fait, moi je le dis depuis déjà 4-5 ans, le Brexit c'est une chance formidable pour l'Union européenne. C'est une catastrophe pour le Royaume-Uni, ils se débrouilleront. Mais c'est une chance formidable pour l'Union européenne et si le Brexit n'avait pas eu lieu, on n'aurait pas ce plan de relance. Ce plan de relance, il est important pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il permet à l'économie des pays européens de moins mal se porter. Il ne résout rien, mais il permet, même avec une paille et sous 1 mètre d'eau, de respirer. Et au moins, on n'étouffe pas. Et surtout, eh bien, il montre une Europe en marche. Une Europe qui se dit quand même, par rapport aux défis de la Russie, on peut avoir des désaccords sur la Russie, par rapport aux défis de la Chine et par rapport aux défis américains, il faut quand même qu'on soit autonome. Ne vous trompez pas, peut-être qu'il devient de plus en plus probable que Joe Biden soit élu le 3 novembre. Peut-être que le 3 novembre, on n'aura pas les résultats, que Donald Trump s'accrochera au pouvoir, disant que ses ennemis ont triché, etc. Et effectivement, le système de vote américain par État et non pas au suffrage universel direct peut changer les choses. Mais même si Biden est élu, on aura un président américain qui sera plus courtois avec les Européens, qui sera plus civil, qui sera plus poli, qui sera moins brutal. Il ne sera pas multilatéraliste. Sur les affaires commerciales, Biden ne changera pas. Il changera sur l'accord de Paris sur le climat. Il changera peut-être sur l'accord nucléaire iranien. Il ne va pas démanteler la législation extraterritoriale américaine qui permet aux États-Unis de sanctionner une entreprise européenne qui fait du commerce avec un pays tiers sans passer par les États-Unis et sans être sur le sol américain. Ça, c'est un... Quel est le pays aujourd'hui qui met le plus en cause? La BNP, lorsqu'elle paye 9 milliards d'amendes aux États-Unis, ce n'est pas Donald Trump qui est élu président, c'est Barack Obama. Et quand Alstom est démantelé pour être racheté par General Electric, ce n'est pas Donald Trump qui est président, c'est Barack Obama. Donc, quel est le pays aujourd'hui qui, par moment, porte le plus atteinte à la souveraineté des pays européens? Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie, je suis désolé pour les plus atlantistes, etc. Ok, on est alliés avec les États-Unis, mais non seulement Donald Trump nous traite comme des ennemis, non seulement nominalement, mais dans les actes, mais Joe Biden ne fera pas grand-chose de différent sur ce plan-là, parce que c'est ancré dans la politique américaine et l'unilatéralisme fait partie de l'ADN de la diplomatie américaine. Il peut être poussé à l'extrême par George Bush ou par Donald Trump, il peut être tempéré par Barack Obama ou par Bill Clinton. Mais qui a dit que les États-Unis étaient la seule nation indispensable? Bill Clinton, président censé être multilatéraliste. Tous ses prédécesseurs auraient pu dire la même chose. Tous ses successeurs pourraient dire la même chose. Jamais Poutine, jamais Xi Jinping ne diront que la Chine est la seule nation indispensable ou la Russie
et la seule nation indispensable. Ils vont dire, on a notre mot à dire, il faut qu'on nous écoute, ou Xi Jinping dira, la Chine deviendra le premier pays, la première puissance mondiale, mais jamais la Chine est la seule nation indispensable. Donc c'est quand même quelque chose qui est très fort. Et je vois que le temps passe, et donc j'arrive quand même à ma conclusion, qui me paraît être le sujet majeur. Le grand sujet géostratégique des années qui viennent, des 10 à 20 années qui viennent, c'est le duel Chine-États-Unis. C'est ça qui va se passer. C'est autour de ça que toutes les questions géostratégiques vont tourner. Et c'est ça qu'on va demander de trancher. Les Américains, qu'il s'agisse de Biden, parce que le seul point d'accord entre Biden et Trump, c'est l'hostilité à la Chine. Ils sont d'accord sur rien, sauf sur ça. Et ils vont nous demander d'être de leur côté au nom de l'Alliance des démocraties, bien sûr. Pourquoi c'est ainsi? Parce qu'effectivement, en 2020, le 20 janvier, Xi Jinping a accepté d'acheter pour 200 milliards de produits américains. Donc Trump pense aller devant les électeurs avec une bourse au plus haut, un chômage au plus bas, et cette promesse d'achat de la part de la Chine en disant « Regardez, j'ai obtenu de Pékin tout ce que mes abrutis de prédécesseurs n'ont jamais obtenu, l'engagement d'acheter et de restaurer la balance commerciale avec Pékin. » Et puis, tant que le Covid-19, tout ça se met en avant. Et donc, la technique de Trump et de beaucoup de politiciens qui ne sont pas des hommes d'État, et qui sont dans le court terme, c'est il faut que je trouve un bouc émissaire pour m'exonérer de mes propres responsabilités. La Chine, le virus chinois. Et donc, aujourd'hui, l'hostilité à la Chine, qui était à 35% de tous les sondages, il est à 75% aux États-Unis aujourd'hui. Et pourquoi il y a cette hostilité? Bien, c'est simple. Les États-Unis dominent le monde depuis 1945. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on dit qu'on commence à s'intéresser à l'actualité quand on a 15 ans, ça veut dire que tous les Américains conscients de moins de 90 ans ont toujours vécu dans un pays qui dominait le monde. C'est inadmissible pour eux que ça change. Par ailleurs, ils ont pensé depuis la création, seule nation indispensable, que finalement, destinée manifeste, etc., qu'il est légitime, puisqu'ils ont cette destinée manifeste, d'apporter la liberté dans le monde, qu'il est légitime qu'ils mènent le monde parce qu'ils sont plus vertueux que les autres. Et ça, c'est profondément ancré dans leur mentalité dès la naissance des États-Unis. Ils sont différents. Ils sont venus pour des questions morales de l'ancien monde. Ils ont créé un nouveau monde qui a une mission de répandre la liberté, etc. Donc, pour eux, il est tout à fait inadmissible d'être dépassé par la Chine. Et aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser les États-Unis, la question c'est de savoir quand est-ce qu'elle va le faire. C'est la seule question. Lorsque la Chine adhère à l'Organisation mondiale pour le commerce en 2001, le PIB chinois représente 10% du PIB américain. En 2019, 65%. Donc, en 20 ans, ils ont foncé sur les États-Unis et les États-Unis sont affolés par cela. Cette année, quelques esprits malins confondant leurs désirs et la réalité ont dit « Ah, vous voyez, il y a un virus en Chine, c'en est fini de la croissance chinoise, c'est terminé, on voit bien que c'est artificiel, etc. » La Chine va faire soit 0%, soit, dernière prévision du FMI, plus 1,9%. Les États-Unis, moins 4,5%. Donc le rattrapage, il continue. On pensait avant le Covid-19 que le rattrapage aura lieu en 2040, maintenant on pense qu'il aura lieu en 2030. C'est inadmissible. Au plus fort de la guerre froide, l'Union soviétique n'a jamais fait mieux que 40% du PIB américain. Donc pour les États-Unis, voir un pays, par ailleurs communiste, et par ailleurs asiatique ou non caucasien, les dépasser, c'est angoissant. Et ils ne l'aident pas. Et c'est cette théorie fameuse, du coup, faisons un peu d'histoire et de philosophie, du piège de Thucydide. Alors, que vient faire l'auteur de l'histoire des guerres du Péloponnèse dans le duel entre la Chine et les États-Unis? C'est simple. Sparte, ne pouvant accepter la montée en puissance d'Athènes, fait la guerre pour empêcher la montée en puissance d'Athènes. Et du coup, Sparte gagne la guerre, mais les deux cités grecques sont entraînées dans le déclin. Et donc, ce qui est éternel, c'est que quand le numéro 1 voit le numéro 2 arriver sur lui, eh bien, il est tenté de faire la guerre pour empêcher cela. Et dans son livre qui théorise ce piège de Thucydide, Graham Allison décrit 16 cas de numéro 1 qui est rattrapé par le numéro 2 et qui n'accepte pas, il ne l'accepte presque jamais. Dans 12, ça a été la guerre. Quelles sont les 4 exceptions? Lorsque l'Espagne dépasse le Portugal au début du XVIe siècle,
lorsque l'Amérique dépasse l'Angleterre dans la première partie du XXe siècle, lorsque, au niveau intra-européen, l'Allemagne dépasse la France et le Royaume-Uni à la fin du XXe siècle. Et on est entre... C'est la même famille. On est dans la même civilisation. Ce n'est pas du tout le cas entre la Chine et les États-Unis. Alors l'autre cas, le seul cas, c'est lorsque, effectivement, affaiblis par la guerre du Vietnam, Nixon et Kissinger disent il faut faire la détente avec l'Union soviétique, on est plus faible, il faut qu'on fasse la détente. Mais une fois encore, à l'époque, l'URSS ne fait que 40%. Et Nixon et Kissinger étaient à la fois cyniques, ok, Pinochet, tout ça, les bombardements sur le Cambodge, c'est horrible et salopard, mais ils étaient au moins réalistes et donc ils ont eu l'intelligence de dealer avec l'Union soviétique. Ni Trump ni Biden n'auront cela. Et donc là, on voit, alors heureusement, la différence avec Sparte et Athènes, c'est qu'il y a la dissuasion nucléaire et que ça calme les ardeurs guerrières. Mais il y aura une confrontation, néanmoins, qui passera par d'autres moyens, parce qu'une fois encore, le rattrapage pour les États-Unis, il est incompréhensible mentalement. Ça ne fait pas partie de leur monde mental d'être dépassé parce que, c'est l'interrogation de George Bush après le 11 septembre, pourquoi nous haïssent-ils alors que nous sommes si bons? C'est qu'ils ont quand même assez peu d'habitude de l'auto-inspection, de le fait de réfléchir sur eux-mêmes. Et donc on va aller à des conflits que la Chine va gagner, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a les GAFAM, mais la Chine a les mêmes équivalents. Elle a une base. Xi Jinping met de l'argent dessus. Il y a eu ce qu'on appelle le moment Spoutnik, quand un ordinateur américain a battu le champion du monde chinois de Go, et ils ont fait un plan qui est fait. Pourquoi? Et c'est aussi l'interrogation, c'est que Xi Jinping, quel est son horizon? Ben, son horizon, il est assez simple, c'est 2030-2040. Certains disent 2049, 100e anniversaire de l'accession du PCC au pouvoir, mais en tous les cas, c'est le long terme. Trump, depuis novembre 2016, son horizon, c'est le 3 novembre 2020. Ça va plus loin. C'est que, en fait, le grand défi des démocraties, c'est lorsqu'on a des hommes politiques qui gèrent les pays et pas des hommes d'État. Des gens qui pensent au sondage du lendemain, à la une de l'IB du surlendemain et à l'élection d'après le lendemain. Alors que Xi Jinping, lui, voit sur le long terme et qu'il met en place son programme et que par rapport à un Trump qui est toujours dans le court terme, Trump peut obtenir des victoires à court terme. Et sans le Covid-19, il aurait été réélu dans un fauteuil. Effectivement, quand le Soudan ce matin annonce qu'il reconnaît Israël, c'est une victoire pour Trump. Ça ne résout rien. Mais en court terme, c'est une victoire. Mais c'est ça aussi qui fait la différence. C'est pourquoi la Chine gagne, c'est que la Chine va sur le long terme, et ce qui leur permet d'avancer toujours. Juste, je termine avant de laisser la place aux questions, mais c'est important de le dire. On dit toujours que bon, la Chine est un pays autoritaire, etc. La Chine n'est pas un pays totalitaire, elle reste un pays autoritaire. Je suis toujours amusé de voir que ceux où les fils d'eux qui criaient « Vive Mao » il y a quelque temps, dénoncent la dictature totalitaire chinoise. Un mouvement totalitaire, et c'est Tsvetan Todorov, hélas disparu, qui me l'avait appris, Tsvetan, quand il vient de Bulgarie, il dit « J'apprends qu'en venant à Paris, je peux m'habiller comme je veux ». Parce qu'en Bulgarie, non, je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais. Il est venu à Paris en 1963. Sous la Chine de Mao, dans la cellule familiale, eh bien, on ne disait pas de mal de Mao à sa femme ou à ses enfants de peur d'être dénoncé aux autorités. Et on s'habillait pareil, et les loisirs, l'âge du mariage était déterminé. La façon de s'habiller, la musique que l'on pouvait écouter était déterminée par le Parti communiste. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a de la censure, il y a de l'autoritarisme, on peut être envoyé en prison, mais il y a 850 millions d'internautes qui, quand même, peuvent s'exprimer, et les gens, dans les rues de Pékin ou de Shanghai ou ailleurs, s'habillent comme ils veulent et écoutent ce qu'ils veulent. Ça reste un régime autoritaire, ce n'est pas un pays totalitaire. En 2019, 150 millions sont partis en vacances à l'étranger. Eh bien, aucun n'a demandé l'asile politique. Sous Mao, aucun Chinois pratiquement ne partait à l'étranger, et ceux qui pouvaient demander l'asile politique. Donc, si on veut traiter avec la Chine, parce que c'est un défi, mais il faut le faire là aussi de façon intelligente, et arrêter, comme au bon vieux temps de la politique de la canonnière, de dire « devenez une démocratie, faites ci », comme si l'Occident dominait encore le monde, parce que pour les Chinois, un truc très simple, au début de la crise du Covid-19, les internautes chinois râlaient sur le régime qui n'avait pas prévu la crise. Le lanceur d'alerte médecin qui a été tué, il a eu des millions de satisfecit de dommages.
La femme qui a écrit le journal de confinement de Wuhan avait des millions de followers. Et puis, il a été annoncé qu'elle allait publier son livre aux États-Unis. Elle a eu des millions de haters. Parce qu'ils ont dit elle nous trahit, etc. Et en fait, aujourd'hui, les deux mamelles, les deux postes de légitimité pour le Parti communiste chinois, Mao devrait faire des bonds dans sa tombe, c'est le capitalisme et le nationalisme, qui ne sont pas normalement dans les œuvres de Karl Marx. Parce que si les Chinois adhèrent au régime, ils adhèrent au régime. Je vous dis une fois encore, aucun ne demande l'asile politique quand ils partent à l'étranger, c'est qu'ils ont vu que leurs grands-parents mouraient de faim et qu'eux voyagent à l'étranger. Et qu'ils ont vu que leur pays était humilié et qu'il est maintenant craint, ce qui est quand même meilleur que d'être humilié. Et donc, si on veut traiter le défi chinois, il ne faut pas les prendre de haut. Il ne faut pas leur faire des leçons en disant « bande de sous-dev, apprenez la démocratie ». Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche plus comme ça. Ce n'est pas réaliste. Et donc, effectivement, c'est un pays qui pose problème, c'est un pays qui a eu de croissance. Il faut l'analyser tel qu'il est, le traiter comme un vrai défi et ne pas le prendre de haut parce que nous ne dominons plus le monde. Et que si on ne perd pas ses habitudes, eh bien, juste pour terminer, il y a une secrétaire d'État française qui a dit « c'est scandaleux quand même, la Chine profite de la diplomatie du masque, il donne des leçons quand on aide, on ne met pas ça en musique ». Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu un ministre chinois qui a demandé à ramasser des masques dans toutes les écoles chinoises pour en faire un gros sac et le débarquer sous les caméras en Somalie. Donc apprenons à être modestes par rapport à ça. Alors, François, tu veux parler après ou tout de suite? Alors, Jean, avant que François va intervenir. Et... Juste avant les questions, je voudrais vous dire deux petits mots sur Pascal Boniface, répéter deux choses. Vous avez un site, d'abord vous tapez sur votre ordinateur pascalboniface.com, vous avez un tas de petites émissions où Pascal exprime la géopolitique de manière remarquable, intelligente et très simple. Elles sont destinées à l'origine à ses étudiants. Et vous avez aussi, c'est très intéressant, l'abonnement au site de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Voilà, c'est tout ce que je voulais rappeler et je te passe pour la suite des questions. Merci François, et c'est gratuit en plus. Alors, Jean. J'ai beaucoup apprécié votre conférence, monsieur, mais un point très essentiel, et moi que je trouve pas du tout dans la politique française, à savoir que les États-Unis sont nos adversaires depuis très longtemps. En 1989, j'ai eu l'opportunité d'aller à Washington et j'ai rencontré des gens de l'administration aux États-Unis. En gros, leur discours, on parlait des normes, vous savez, les prises électriques et tout ça. Alors bon, très aimablement, on parle de ça. Et à la fin, le monsieur avec qui je dialoguais disait ceci. Sachez une chose, monsieur, tant que nous serons là, l'Europe ne se fera pas. Nous ferons tout pour éviter que l'Europe se fasse. Et moi, je trouve un peu paradoxal que justement les dirigeants européens, depuis très longtemps, feignent d'être amis avec un pays qui veut nous vassaliser depuis un temps immémorial. Je prends un autre exemple, pardonnez-moi, mais en recherche spatiale, il se trouve que de temps en temps, l'Agence spatiale européenne a certains succès. Ça met les Américains hors d'eux. De même, dernier point, vous savez que le continent antarctique est sanctuarisé. On ne peut pas faire d'exploitation minière, etc. J'ai le souvenir des négociations avec les États américains. Ça a été épouvantable. Je veux dire, donc, je crois que plus on dira, plus votre discours de savoir que les États-Unis sont nos adversaires. Oui, rebonjour. Merci pour votre intervention. Une question concernant un ancien client important du monde, la Russie.
quelle est structurellement la route de la Russie à venir, vu que c'est quand même, on décline comme un géant au pied d'argile. Sa principale ressource, le pétrole, va aller en décroissant en termes de rémunération. Vers où va la Russie dans ce grand jeu que vous avez expliqué? Alors, Monsieur Audouze, parfaitement d'accord avec vous, et c'est vrai que le soft power américain, c'est d'avoir fait croire, alors dans un premier temps, ils nous ont protégés contre une menace soviétique existante, mais du coup, ça me permet de faire une transition entre les deux questions. Aujourd'hui, les dépenses militaires russes, c'est 60 milliards de dollars par an. Les dépenses militaires des pays européens de l'OTAN, c'est 260 milliards de dollars. Donc on n'a pas besoin de la protection américaine, on n'a pas besoin. Mais l'OTAN nous fait croire, et toutes les élites, on parle, quand il y a une fondation chinoise ou russe, on parle de l'influence russe en France par Sputnik ou Russia Today. C'est vraiment la division d'honneur par rapport à la Champions League qu'est l'influence américaine. Le nombre de bourses, les références intellectuelles, etc. sont là-bas. Et le soft power, c'est quoi? Le soft power, c'est par exemple, pour les plus anciens, ceux qui ont mon âge ou à peu près, quand Michel Sardou chante les Ricains. Si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. On se dit, ah oui, c'est vrai quand même, De Gaulle, il n'est pas sympa, il n'est pas reconnaissant aux États-Unis, etc. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on distille comme ça. Les gens disent, ah bah oui, il faut qu'on obéisse aux États-Unis parce qu'ils nous ont libérés. La Seconde Guerre mondiale a été aussi gagnée par l'Union soviétique. Et donc, en fait, les élites françaises sont influencées par la pensée américaine en 2003, pendant la guerre d'Irak, et pas le peuple français. Moi, je sais très bien que quand je suis minoritaire dans mon métier, parce que je passe pour le vilain petit canard anti-occidental, etc., mais dès que je sors du 7e arrondissement, je suis plutôt majoritaire. Parce que les gens sont censés, mais le fait d'avoir cette influence, avant la guerre d'Irak, il y avait juste Louis Gallois, qui était à l'époque, je ne sais plus si c'était d'Airbus à Sénéve, était le seul patron du 440 qui s'opposait à la guerre d'Irak. Parce que tous les gens vous disent, on ne peut pas s'opposer aux États-Unis, c'est pas possible, etc. Donc alors sur la Russie, effectivement, Poutine a quelques problèmes, alors à la fois locaux, puisque le Kirghizistan, le Haut-Karabakh, la Biélorussie, ça chauffe un peu. Bon, enfin, le problème, c'est que Poutine est très populaire parce qu'il a quand même restauré l'autorité de la Russie dans le monde qui était humiliée. On n'y a pas, là aussi, on a pensé à la fin de la guerre froide que les Russes étaient devenus européens. Surprise, ils sont restés russes. On aurait dû s'en douter, mais on a pensé qu'ils allaient devenir européens. Ils sont restés russes. Et les Chinois sont chinois. Ça surprend tout le monde. Enfin, je veux dire, dans certains milieux, non, la nation, ça compte. Mais Poutine est populaire là-dessus. Le problème, c'est qu'il risque de faire le mandat de trop s'il veut rester après 2024. Et je ne sais pas si le changement de la Constitution qu'il fait est un changement pour avoir la paix, comme ça, personne n'emmerde avant la fin de son mandat, parce qu'il n'y a pas la guerre de succession qui est ouverte, ou s'il veut faire un mandat de plus, on verra. Mais il a effectivement le fait de ne pas avoir suffisamment modernisé le pays des infrastructures, d'être toujours dépendant des recettes énergétiques qui font 75% des devises que la Russie a. Et en même temps, c'est un pays qui n'est pas endetté. C'est un pays qui peut supporter, qui a fait un budget avec un baril à $40, donc on y est. Ils n'ont pas de problème de déficit, etc. Et qu'il a encore, même s'il est moins populaire depuis la réforme de retraite, il a encore une cote de popularité réelle. C'est y compris des instituts américains qui font des sondages en Russie qui satisferaient tout le monde parce qu'effectivement, il a levé l'honneur de la Russie et qu'on voit bien que le patriotisme, le nationalisme est toujours un élément très important. Et aussi bien d'ailleurs en Russie qu'en Chine, laver les humiliations des années 90 en Russie, du 19e et du début du 20e siècle en Chine, sont des moteurs importants pour la population. Donc en fait, l'erreur que l'on fait par rapport à la Russie, on les traite comme des gamins. On dit, on n'est pas d'accord avec vous, on vous sanctionne comme un maître sanctionne, etc. Mais la Crimée, elle est russe. Les Criméens veulent être russes. Donc ce que l'on fait là, l'erreur stratégique que l'on commet, c'est qu'on pousse les Russes dans les bras des Chinois. Et donc on vient briser la réussite de Nixon et Kissinger qui était d'éloigner, là encore un peu plus, l'Union soviétique et la Chine. Et donc en fait, si on était un peu plus malin et que l'on se disait, il faut quand même faire attention, le défi majeur à l'avenir c'est la Chine, on essaie plutôt d'attirer la Russie vers nous. On la pousse dans les bras des Chinois. Alors que les Russes ne sont pas très à l'aise avec ça parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans un équilibre avec les Chinois, ni démographique, ni économique. Donc ils ne veulent pas être le partenaire junior de la Chine.
parce qu'ils inverseraient le rapport de force qui était le leur du temps du communisme. Et donc on fait cette erreur. Pourquoi? Parce qu'on reprend, nous, en Europe, l'agenda américain qui voit dans la Russie l'ennemi qu'il a été toujours, parce qu'en fait, Arbatov, qui était un conseiller de Gorbatchev, avait dit en 87 aux Occidentaux, on va vous rendre le pire des services, on va vous priver d'un ennemi. Eh bien, le Pentagone en recrée un, parce que le budget militaire américain augmente toujours de 30 ans après la fin de la guerre froide, et que le lobby le plus puissant aux États-Unis, c'est le complexe militaire-industriel, dénoncé par un islamo-gauchiste qui était le général Eisenhower, je blague. Donc, le général Eisenhower, le président Eisenhower n'était pas vraiment un pacifiste. Son discours d'adieu en 1961, c'est de dénoncer l'emprise du complexe militaire-industriel sur les États-Unis. 60 ans plus tard, cette emprise est encore plus réelle. Merci. Oh, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Malheureusement, on n'a plus le temps. Et il y avait aussi une question sur Facebook en direct que Sophie va poser pour laisser un petit peu aussi la parole aux internautes. Oui, donc de la part d'un internaute, une question. Quel est le rôle de la France et de l'Europe entre les États-Unis et la Chine? C'est d'être nous-mêmes, c'est de ne pas céder aux tentations qui viennent des États-Unis ou que certains reprennent en France, les atlantistes, occidentalistes, dire bon voilà, il y a un duel Chine-États-Unis, de quel côté on doit être? Du côté de la démocratie américaine. Mais que nous offrent les Américains entre-temps? Nous filent un peu moins de baffes? Non. Je veux dire, on a des différends commerciaux avec la Chine. Les États-Unis n'ont pas voulu que l'on les traite ensemble. Donc ce qu'il faut, c'est que l'on définisse nos propres intérêts. On a des points de convergence sur le climat, sur l'Iran, sur certains dossiers, on est plus proche de la Chine que des États-Unis. Sur d'autres, on est plus proche des États-Unis. Donc on n'a pas à être aveuglément obéissant aux États-Unis pour des histoires d'alliances atlantiques qui ne sont plus tellement respectées par Washington. On a à chaque fois à définir nos propres intérêts et à jouer parfois la carte chinoise et parfois la carte américaine.